Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de la localisation et de l'internationalisation. Internationalisation, qu'on peut parfois lire en abrégé en tant que I18N. La localisation et l'internationalisation, ce sont les techniques qui nous permettent d'adapter notre programme aux utilisateurs en fonction du pays dans lequel ils résident. Ça va être comment on traduit les libellés dans une langue donnée, ou encore comment on adapte le format des nombres et des prix par exemple. Dans cette vidéo, on va parler de comment Java est capable d'adapter l'affichage et le formatage des données selon l'endroit où il se trouve. On parlera d'abord de la classe locale et brièvement de sa sous-classe builder. On parlera des resources bundle, des fichiers .properties, du processus de sélection d'un resource bundle, qui n'est pas si simple, de la classe properties, et enfin du formatage des nombres avec number format et decimal format. Pour adapter le programme aux spécificités des langues et des pays, Java s'appuie sur un objet, la locale. On a la classe locale dans le package java.util. La locale, elle indique à Java la langue, donc FR pour le français, par exemple, et optionnellement le pays, CA pour Canada. Petit bonjour à tous les Canadiens qui me regarderaient, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir, depuis la France. La locale, on n'a généralement pas à la définir parce que Java, il a une locale par défaut. Et cette locale par défaut, elle est déterminée en fonction des informations système dont Java dispose. On peut récupérer cette locale par défaut en utilisant la méthode statique getDefault de la classe locale. On peut également la setter, c'est un peu de la triche, mais on peut donc choisir une locale par défaut avec la méthode statique également setDefault qui prend en paramètre une locale. Une locale peut donc être constituée de deux parties. La langue, sur deux caractères en minuscules, EN pour anglais par exemple, et le pays, toujours en majuscule, EN en majuscule, ici pour England. Alors il faut voir que mon exemple, il est valable, mais que pour Java, EN en majuscule, ça n'existe pas. On aura plutôt UK. Mais tout ça a peu d'importance dans le cadre de notre vidéo et de nos exemples. La classe locale, elle possède des constantes qui sont statiques finales pour les locales les plus courantes, pour qu'on n'ait pas à les définir nous-mêmes. On aura les locales qui sont associées uniquement à une langue, comme local.german pour l'allemand, et les locales qui sont associées à un pays et qui seront composées donc de deux parties, de la langue du pays et du pays. Alors il faut voir que pour certains pays, on a plusieurs langues. Pour les locales, on a la méthode toString qui a été surchargée, et donc ça nous permet de l'afficher facilement dans le format que nous venons de voir. La classe locale, elle porte une sous-classe statique builder qui permet de construire une locale. Je ne sais pas si elle est très utile. Il faut savoir que cette classe, elle est case tolérante, ça veut dire qu'elle ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules vis-à-vis des données qu'on va lui fournir. Dans cet exemple, on va créer une locale, FR, on passe le pays via le setter set région et la langue via le setter set langage. La méthode build me retourne la locale que je voulais, fr_fr. Petit exemple, exercice, comment se comporte ce bout de code, sachant que ma locale par défaut c'est fr_fr. On utilise builder pour créer une locale et on passe les informations fr. On récupère la locale ainsi que la locale par défaut, on les affiche toutes les deux et on les compare. Déjà, que va nous donner l'affichage ? L'affichage, il nous donne à chaque fois la même chose, fr_fr, donc on voit bien que builder, bien qu'on ne lui ait passé un pays en minuscule, il l'a de lui-même passé en majuscule. Pour la locale par défaut, c'est sans surprise, on a bien ce qu'on a donné en énoncé. Mais après, est-ce que mes deux locales, elles sont égales vis-à-vis de la méthode equals ? Alors tout dépend si Java a redéfini ou pas la méthode equals pour la classe locale. Et ce n'est pas le cas. La méthode equals de la classe locale, c'est toujours la méthode qui est héritée de object et qui compare des références. Et nos deux objets ont des références différentes, donc le résultat c'est false. Parlons maintenant des resource bundles. Les resource bundles, ce sont des fichiers .properties ou des classes Java qui contiennent des valeurs pour une locale donnée. Ça permet par exemple de gérer des fichiers de traduction. Ces fichiers de propriété ou ces classes Java, elles sont de type clé-valeur. On aura à l'intérieur clé 1 égale valeur 1, clé 2 égale valeur 2,
Et pour une classe Java, ce sera un peu différent, mais équivalent. On en verra un exemple juste après. Ces fichiers et ces classes, elles doivent suivre une règle de nommage. Et dans leur nom, on doit retrouver la locale. Alors c'est un peu gênant pour les classes Java, puisque ça nous conduit à ne pas respecter les conventions de nommage d'une classe. Voici un exemple de fichier properties, où on a trois clés, key1, key2, key3, qui ont les valeurs value1, value et ma valeur sur deux lignes. Avec un anti-slash, on peut renseigner une valeur sur plusieurs lignes, mais anti-slash n'est pas équivalent à un passage à la ligne. Pour avoir un passage à la ligne, je dois utiliser anti-slash n. Sur les deux dernières lignes, je vous montre comment renseigner un commentaire. Et maintenant, voici un bout de code qui lit mon bundle, donc le fichier que je viens de vous présenter. Que va-t-il afficher? Première ligne, on récupère le bundle, donc on va lire le fichier et lire ses clés et ses valeurs. Ensuite, on va afficher toutes les clés. Les clés, elles sont stockées dans un set. Enfin, on parcourt l'ensemble des clés, et pour chaque clé, on affiche le nom de la clé, une petite flèche, et en face sa valeur. Je vous mets le contenu du fichier en bas à droite. Quand j'exécute ce code, j'ai sur une première ligne la liste des clés. J'ai ensuite toutes mes clés et leurs valeurs. On voit que pour key2, l'espace avant value a été supprimé par Java. Il n'a pas été pris en compte. Et c'est la même chose pour la clé 3, l'espace avant ma valeur n'a pas été conservé. L'anti-slash n'a pas provoqué un passage à la ligne, mais j'ai bien un passage à la ligne à la fin de ma valeur clé 3 du fait du anti-slash n. Et bien entendu, mes commentaires n'ont pas donné lieu à des paires clés-valeurs. On peut reparcourir toutes les règles qui portent sur les fichiers properties, les voici. Donc un fichier de propriété, il doit être nommé selon la règle le nom du bundle underscore la locale point properties. Les clés et les valeurs, elles sont séparées par un espace égal ou deux points. Dans mon exemple, j'ai choisi égal. Une valeur peut se tenir sur plusieurs lignes si on la coupe avec un anti-slash. C'est ce qu'on avait pour notre clé numéro 3. Les espaces en début et fin de ligne sont ignorés. Alors là, on avait vu que les espaces en début de ligne étaient ignorés. Maintenant, on sait qu'également les espaces en fin de ligne sont ignorés. Les échappements passent, anti-slash n, anti-slash t, etc. Les lignes qui commencent par dièse ou point d'exclamation sont ignorées, ce sont des commentaires. Dans les valeurs, on a communément des accolades, et ça nous permet d'utiliser des classes comme message-format pour remplacer des parties des messages. Nos messages, dans ces cas-là, ce sont des templates. Plutôt que d'utiliser un fichier de propriété, on peut utiliser une classe. Une classe qui va être un peu spéciale, qui va étendre java.util.listResourceBundle. La classe, elle doit surcharger la méthode protectedObject, un tableau à deux dimensions, getContents. Le contenu du bundle, c'est bien un tableau à deux dimensions. La première dimension, c'est la clé, et la seconde, la valeur. La classe, elle suit la même règle de nommage que les fichiers properties, non-bundle, underscore la locale, si ce n'est qu'à la fin, ce n'est pas .properties, mais .java. Le fait d'avoir une classe, ça nous inscrit dans un contexte plus général, où nos valeurs peuvent ne pas être uniquement des chaînes de caractères, mais potentiellement des objets. Parlons maintenant de comment on récupère un resource bundle. Le resource bundle, il est récupéré à partir d'une locale. Et pour le lire, on utilise des méthodes statiques de la classe resource bundle. Ces méthodes, elles peuvent émettre une runtime exception missing resource exception si le bundle n'est pas trouvé. Si à l'utilisation, on tente de lire la valeur d'une clé qui n'existe pas, on aura également une missing resource exception. Si aucune locale n'est précisée, c'est la locale par défaut qui est utilisée pour récupérer le bundle. Voici les deux méthodes statiques getBundle. Prenons un exemple. On considère le fichier words underscore en majuscule .properties. Il contient la propriété âge égale 30. On considère pour simplifier qu'il n'existe aucun autre fichier properties dans notre programme, et que la locale par défaut est fr underscore fr. Comment va se comporter le bout de code suivant? C'est un bout de code extrêmement simple qui récupère le bundle words, puis qui tente de récupérer la valeur associée à la clé âge. Si on a soit un bundle introuvable, soit une clé âge qui n'existe pas, on aura une exception missing resource exception, et dans ce cas, on affiche le mot error. Comment se comporte le bout de code d'après vous? Le programme, il affiche error.
on n'a pas transmis de local pour la récupération du bundle. Donc le resource bundle, il va s'appuyer sur la locale par défaut qui est fr_fr. Et il n'existe ni fichier words avec juste fr pour la langue française, ni encore de fichier words avec fr_fr pour la langue française et la France. La méthode getBundle ne peut pas trouver le bundle et elle émet une missing resource exception. On transforme légèrement l'exemple et cette fois on rajoute la locale local.france. Que donne le code maintenant? Le code est toujours incorrect pour la même raison. Cette fois on n'utilise pas la locale par défaut fr, mais on la demande même explicitement via le getBundle. Donc le resource bundle ne peut pas trouver notre fichier qui lui est associé à la locale en. Alors j'en ai parlé un peu plus tôt, mais en, c'est ce qui m'est venu naturellement pour l'exercice, mais ça ne correspond pas à une locale qui est prédéfinie pour Java. On aurait plutôt en UK. Et maintenant, si j'indique la locale.english, sachant que la locale associée au bundle est English England, ça ne va toujours pas marcher, car à la récupération du bundle, on ne trouve pas de fichier associé à la langue anglaise et au pays England, puisque local.english, ça correspond uniquement à la langue anglaise. Si on veut que notre programme récupère bien le bundle, il va falloir lui passer une locale qui corresponde au bundle, et la seule façon de construire cette locale, c'est de faire un new local de la langue anglaise et du pays en. Deux autres petits pièges à éviter pour la récupération du bundle. Le nom du bundle, il est case sensitive, donc message avec un M majuscule ou message avec un M minuscule, c'est pas pareil. Deuxième piège, il faut bien préciser la localisation du bundle s'il se situe dans un package. Donc si mon bundle est le suivant, donc message_fr_fr.properties, dans le répertoire certif/localisation, parmi les 4 lignes suivantes, lesquelles vont me permettre de le récupérer. On part du principe qu'on n'a qu'un seul fichier properties dans tout le programme. La première et la troisième ligne, elles ne peuvent pas marcher car M est en majuscule. On peut les écarter. Parce que le bundle se situe sous certif localisation, seule la dernière ligne va fonctionner, pas la seconde. Du côté de l'API, pour la classe resourceBundle, on a ces méthodes à connaître. getLocal, getObject, quand on peut récupérer notre valeur en tant qu'objet, getString, getStringArray, que je n'ai pas utilisé personnellement, et qui renvoie un tableau pour une clé, et enfin la méthode keySet, qui nous renvoie dans un ensemble toutes les clés du bundle. Parlons maintenant de la récupération du bundle. Plusieurs bundles peuvent cohabiter. Par exemple, je peux avoir un bundle underscore FRFR, un bundle underscore FR, tout ça dans du Java ou dans du properties. Je peux aussi avoir un bundle sans local, un bundle par défaut. Lorsqu'on demande à Java de récupérer un bundle, ou une valeur pour une clé donnée, Java y parcourt les fichiers présents, et le processus n'est pas si simple. La récupération du bundle, elle dépend de la locale demandée et de la locale par défaut. Si on ne demande pas une locale précise, c'est la locale par défaut qui est prise en compte. Java, il regarde d'abord les bundles qui seraient des classes Java, et ensuite les bundles qui correspondraient à des fichiers properties. Moi, je n'ai vu généralement que des fichiers properties, mais il faut savoir que les deux sont possibles. Java, il regarde d'abord la locale demandée. Donc si je demande fr, et que ma locale par défaut c'est en, Java, il va déjà tenter de trouver des bundles pour FR. Il cherchera d'abord pour la locale complète, donc la langue et la région, puis s'il ne trouve rien, il essaiera de trouver un bundle qui corresponde à la langue demandée. Si Java ne trouve rien pour la locale demandée, il va répéter le processus pour la locale par défaut. Donc là, si ma locale par défaut c'est en, il va chercher ses fichiers properties dans cet ordre. Les fichiers Java d'abord, la locale complète d'abord, et ensuite, seulement sur la base d'une locale incomplète qui ne contiendrait que la langue. Si rien n'est trouvé, Java cherchera malgré tout un bundle par défaut qui serait présent et associé à aucune locale. Tout ça, ça permet à Java de trouver le bundle principal. Mais c'est encore un peu plus complexe. En réalité, Java, il identifie une hiérarchie de bundles. Donc il a le bundle principal, qui peut être bundle underscore en, mais potentiellement, il va également identifier des bundles un peu moins spécialisés,
des bundles associés à la langue EN uniquement, ou un bundle par défaut. Et ça va permettre aux ressources bundle, quand on lui demande la valeur d'une clé, d'aller chercher non seulement dans le bundle principal, mais s'il ne trouve pas de valeur, d'aller jeter un œil dans les autres bundles qu'il aurait trouvés. Les autres bundles compatibles, donc associés à la même langue, ou à aucune locale en particulier. Donc tout ça, moi ça me fait dire que c'est beaucoup trop compliqué. Parce qu'on peut même imaginer des cas avec des locales qui ont la même langue, mais pas la même région, et ça devient vraiment trop complexe. Donc dans un programme, je pense qu'il est peu probable qu'on s'amuse à trop mixer les fichiers de propriété, les fichiers de Java, les locales de partout, et qu'on essaiera de rester toujours assez simple. Donc si mon bundle, c'est bundle FR, les fichiers qui seront pris en compte, s'ils existent pour retourner des valeurs, ça sera ces trois-là. Si mon bundle, c'est bundle underscore en.properties, je pourrais potentiellement aller lire des valeurs dans ces fichiers properties s'ils existent. Sachant que c'est même un peu plus compliqué, puisque là je vous ai indiqué du Java et du properties, et on verra dans les exercices que Java sait mixer les deux. Voici l'exercice en question. Alors j'ai deux bundles, j'ai un bundle de traduction, translations, j'en ai un pour la locale EN, et un par défaut, donc sans locale et en .java. Donc j'ai le premier en properties, le second en Java. Dans le fichier properties, j'ai la traduction du mot chien, c'est dog, et dans le fichier Java, j'ai la traduction du mot âge en âge à un mot anglais qui s'écrit de la même façon en français. Comment se comporte le code suivant? Je récupère le bundle translations pour la locale English England. Ensuite, j'affiche la locale du bundle, puis je récupère les valeurs des clés chien et âge. Le bundle, il est bien trouvé pour la locale EN. La première ligne, elle va afficher la locale que j'ai demandée, EN underscore EN en majuscule. Le bundle étant trouvé, la seconde ligne, elle affichera bien dog. Quand Java trouve un bundle, c'est en réalité une hiérarchie de bundles qu'il construit. Donc si une clé n'est pas trouvée dans le bundle principal, il va chercher dans les bundles fils. Et c'est ce qui permet au resource bundle de bien m'afficher une valeur pour la clé âge en allant la lire dans le bundle par défaut, qui est translation.java. Parlons maintenant de la classe properties. La classe properties, elle préexiste au resource bundle. Donc il s'agit d'une structure qui est proche et qui permet de charger un fichier properties, éventuellement stocké dans du XML, et d'accéder à ses propriétés. Properties, il est en hashtable, ils sont à peu près de la même génération de Java, et il renvoie une structure de type map. Côté API, voici les méthodes que vous pouvez retenir. Déjà, properties, on ne le crée pas avec une méthode statique, on l'instancie avec new. Donc les méthodes associées, elles ne sont pas statiques. On peut lire un fichier properties avec une des méthodes load. On peut récupérer les valeurs avec les méthodes getProperty. On a une méthode qui nous retourne toutes les clés et qui s'appelle stringPropertyNames. On a également le keyset du resource bundle. On peut mettre à jour une propriété avec la méthode setProperty et on a plein d'autres méthodes que je vous invite à aller lire sur la Javadoc. Pour terminer, parlons du formatage des nombres. La classe numberFormat dans le package java.txt, elle permet de récupérer des formateurs pour une locale donnée ou encore la locale par défaut. NumberFormat, c'est un peu comme une super fabrique de numberFormat, donc de formateurs de nombres. On a plusieurs méthodes statiques qui créent des numberFormat. On a le getInstance qui est le plus général, qu'on peut soit appeler sans paramètres, soit avec une locale. On a le getNumberInstance pour formater des nombres. On a le getCurrencyInstance pour formater des currencies, donc des devises, dollars, euros, tout ça. On a getPercentInstance et getIntegerInstance. Et pour toutes ces getters, on a une version sans paramètres et une version avec une locale en paramètres. Le numberFormat, il a deux méthodes format, une qui prend en entrée des doubles, la seconde un long. Il a aussi une méthode parse qui permet de créer un nombre à partir d'une représentation en chaîne de caractères et qui peut émettre checked exception, parse exception. Voici des exemples d'utilisation pour chaque type de formateur, défaut, number, currency, percent, integer. À chaque fois, je formate 1, 1.0 et 1.1. Donc 1,0 et 1,1. On voit que mes formateurs, ils s'adaptent à ma locale. Pour ma locale,
la virgule, c'est bien une virgule et pas un point. Sauf pour le formatage des nombres, où j'ai bien eu 1.1. Pour la currency, Java, il a bien su trouver ma monnaie, qui est euro. Et dans la représentation, pour 1 euro et 10 centimes, il m'a bien affiché 1,10, virgule et pas point, un espace et le symbole euro. L'espace qu'il a choisi, c'est pas n'importe quel espace, c'est le non-breakable space, donc c'est un espace non sécable. Vous voyez ici comment number format a représenté une valeur de pourcentage. 1,1 représente donc 110%, et c'est ce que j'affiche ici. On voit que pour le getIntegerInstance, le number format, il arrondit ma valeur. Decimal format, c'est un sous-number format, donc il dérive de number format, et il permet de formater des nombres selon un format custom. On crée une instance en passant un constructeur et en lui fournissant un pattern. Le formatage, il se fait avec l'une des méthodes format. Par héritage, on a bien les méthodes format de longue et format de double. Prenons un exemple. Je crée ici un decimal format et le format que je passe en paramètre du constructeur, c'est 000.0. Ensuite, la valeur que je formate, c'est 99,123. Qu'est-ce que ça va m'afficher? Ce que ça m'affiche, c'est 0,99,1. Dans mon format, j'ai indiqué que je ne souhaitais qu'une seule valeur après la virgule et 3 valeurs devant la virgule. Le fait d'avoir précisé des zéros, ça indiquait à Java qu'en l'absence de digits significatifs, il devrait rajouter un 0, et c'est pour ça qu'on a un 0 devant le 99. Pour terminer, voici un tableau. Vous avez dans la première colonne le format, dans la seconde la valeur, et je vous laisse deviner ce que Java affichera si on formate le nombre avec le format indiqué. Pour la première ligne, on a une valeur entière, et notre format c'est 0,0.00. Quand on a un 0, ça dit à Java, si tu n'as pas de digit significatif, tu mets un 0. Donc ma valeur, elle aura nécessairement 2 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. Et c'est pour ça que le résultat du formatage va me donner la chaîne de caractères 09,00. C'est la même chose pour la ligne suivante, si ce n'est que mon nombre est trop grand pour tenir sur 2 chiffres avant la virgule. Le résultat, il sera donc 900,10. L'exemple suivant, il montre comment Java, il arrondit après la virgule si nécessaire. L'exemple d'après me montre ce que fait Java si je lui passe une virgule à la place du point. Dans les derniers exemples, je fais apparaître le dièse, et le dièse correspond bien à une digit, donc un chiffre, mais si ce chiffre est 0, il ne sera pas représenté. Sur la dernière ligne, je vous montre comment Java va formater par défaut mes nombres lorsqu'ils vont dépasser le millier. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.